Léomba, président de la République gabonaise de 1961 à 1967, est le père de l'indépendance du Gabon. Après ses études primaires de 1909-1916, il obtient son premier emploi à la sous-intendance militaire de Libreville en qualité. En même temps, il poursuivra ses études par correspondance à l'école universelle. En 1920, il intègre par voie de concours l'administration des douanes où il occupera différents postes sur Port-Gentil, Pointe-Noire et Libreville en qualité de commis expéditionnaire. En 1926, il est nommé chef de quartier de Libreville-Nord, secteur Momboué, en même temps accesseur titulaire au tribunal indigène de premier degré et suppléant titulaire à la commission municipale de Libreville. Dès 1953, il est secrétaire général du Bloc démocratique gabonais BDG, qui 3 ans plus tard, dont en 1956, remportera les municipales, faisant de Léomba le maire de Libreville. En 1960, il est Premier ministre avec les prérogatives d'un président de la République. C'est en 1961 qu'il est élu président de la République gabonaise au suffrage universel et est réélu en 1967 après le coup d'État de 1964. Léon Gabriel Mba Minko, les autres faces cachées du tout premier président du Gabon. Bien qu'il soit l'un des personnages les plus respectés et appréciés de l'histoire politique du Gabon, Léon Gabriel Mba Minko fut aussi l'un des plus contestés et des plus à plaindre. Quelques pans de l'histoire en disent long sur son côté obscur et son inimitié pour le Gabon dont il s'est servi pour assouvir son insatiable appétence du pouvoir. Comme un air de tribalisme. Léon Mba grandit dans l'une des rares familles aisées de la capitale gabonaise. Ses parents, tout comme lui, sont de fervents catholiques, notamment son frère aîné Jean Obam, ordonné prêtre le 4 mai 1919. Il est considéré à cette époque comme l'une des élites indigènes car il travaille au sein de l'administration coloniale française, possédant un parcours scolaire très enviable en ces temps d'occupation étrangère. Mais il se montre particulièrement obnubilé dans la défense des intérêts des femmes. En 1922, il adresse une lettre à Edmond Cadier, lieutenant-gouverneur du Gabon, dans laquelle il met un accent particulier sur la supériorité des Pawins, la priorité et la nécessité de favoriser leur accès à l'éducation et au mieux-vivre. Il écrit alors, si d'un côté le devoir fondamental d'instruire les Pawins concorde par surcroît avec les intérêts économiques, militaires et même politiques les plus évidentes du Gabon, de l'autre côté leur accroissement en dignité humaine et l'augmentation de leur bien-être matériel, demeure monsieur le gouverneur, la légitimation de l'autorité française sur eux. Pour un autochtone de son rang, cela est très mal perçu car il prend sèchement position à promouvoir la grandeur de sa communauté qu'il défend dans un esprit partisan et égoïste, n'ayant aucune sympathie pour les populations d'autres communautés ethniques qui sont elles aussi confrontées aux mêmes problèmes. Il devait s'inscrire plutôt dans une logique nationaliste prêchant pour la cause commune de la nation et non pour sa propre paroisse. Pendant qu'il était chef de canton, Léon Mba écrit, s'inspirant du droit canon et du code Napoléon, un essai en 1938 traitant des affaires relevant du droit coutumier chez les femmes dont le but est de solutionner les conflits entre civils. Mais son œuvre a des similitudes du code civil français et laisse prévaloir une ambition inavouée de penser que seul l'indigène de sa communauté serait l'égal de l'homme blanc. Un zèle inapproprié et des pratiques de gestion douteuses. En 1924, Léon Mba est nommé chef de canton en remplacement du chef Ndongo décédé. Il occupait alors l'un des postes les plus importants de la chefferie administrative. Mais il devint alors effronté et méprisait les plus anciens chefs traditionnels chez qui il ne percevait plus l'utilité. Il développa un vil amour-propre et un orgueil qu'on ne lui connaissait pas. En 1922, Léon Mba, alors jeune commis, fournit à un autre de ses collègues des documents falsifiés, ce qui provoqua la colère de l'administrateur maire Sieur Pecheran.
Il exerçait un pouvoir rude et se vantait d'être le leader des jeunes intellectuels de la capitale. Il le disait très bien, ayant mission de faire respecter l'ordre public et défendre l'intérêt général, je ne souffre pas qu'on transgresse les ordres reçus de l'autorité que je représente. Il était alors considéré comme un homme doté d'une sévérité implacable. Avec un de ses collègues du nom de Mbamani, il extorquait de l'argent aux habitants du canton pour couvrir leurs dépenses personnelles. C'était une pratique visant à exploiter les riverains et à s'enrichir sans scrupule. Il s'accapara d'une partie non négligeable des deniers de la colonie. Bien que l'administration mit du temps à réagir, elle le fit entre 1920 et 1930 compte tenu des avoirs que possédait Léon Mba. Son ami et collègue Mbamani dut s'enfuir en Guinée espagnole. Afin qu'il ne s'échappe pas à son tour, il est arrêté et destitué de son poste de chef de canton. Sa gestion des finances et le traitement qu'il réservait à la main-d'œuvre locale étaient indignes d'un instruit de son rang et faisaient tache dans la vision que les Gabonais avaient de l'administration coloniale. D'aucuns disent que ce fut un piètre montage ficelé de toutes pièces par les Blancs pour amoindrir la notoriété de Léon Mba et le mettre hors d'état de nuire. Société secrète. Le moins que l'on puisse dire c'est que Léon Mba aimait le pouvoir. Il avait en tête de l'exercer avec passion et autorité. C'est pour cela qu'il ne prêtait plus attention aux conseils des anciens lorsqu'il fut chef de canton. Il était ambitieux et calculateur car il rêvait déjà de gouverner le pays. Il devint encore plus réputé quand il songea à occuper le très distingué poste de chef supérieur de l'estuaire, désigné par ses collègues lors du congrès de Mexique en 1947. Selon l'administrateur colonial Louis San Marco dans son roman Le colonisateur colonisé, il avait intégré la franc-maçonnerie de la colonie non pas pour la richesse et la jouissance mais seulement pour le pouvoir. Ses frères maçons l'avaient bien compris et savaient qu'ils pouvaient s'aider mutuellement, lui préservant leurs intérêts et eux, le soutenant jusqu'à accéder à la magistrature suprême. Lorsqu'il fut investi président, le ministre d'État André Malraux lui remit les attributs du pouvoir, notamment les insignes de commandeur de l'étoile équatoriale dont le collier doré qu'il arborait fièrement lors d'une photo officielle, collier similaire à ceux que portent les francs-maçons lors de leurs traditionnelles cérémonies rituelles. Initié au Bwiti, rite traditionnel gabonais, l'administration le soupçonne d'être membre d'une société secrète et de pratiquer des actes de sorcellerie pour terroriser et accroître son influence auprès des populations. Il est taxé même de cannibale. Des anecdotes en font état mais ne confirment pas pour autant ces accusations. En effet, en 1932, il est accablé par les témoignages de deux féticheurs répondant au nom de Obamba et Pascal Nkolo dans une affaire de cannibalisme d'une Gabonaise, mangée lors d'une cérémonie rituelle dont les restes humains sont découverts dans un coin du marché de Montbouet à Libreville. Puis il est soupçonné d'être l'un des commanditaires de l'homicide d'un monsieur du nom de Dupuis, exploitant forestier français vivant au Gabon, mais aussi du meurtre d'un employé européen local de l'Union coloniale agricole et forestière, UCAF, du nom de Chopflin. Les missionnaires et l'administration redoutaient la montée et la pratique du Bwiti, accusant ses adeptes d'être sous l'emprise d'une plante hallucinogène appelée iboga et de pratiquer des sacrifices humains. L'explorateur et naturaliste franco-américain Paul Belloni du Chaillu avait rapporté qu'il aurait vu un homme fan revenant du marché portant un bras d'être humain. Mais des preuves de ces allégations sont imperceptibles. Rappelons que les épopées du cannibalisme des femmes du Gabon de ce navigateur sont largement répandues dans ses ouvrages, notamment dans celui intitulé Voyage dans l'Afrique équatoriale, mœurs et coutumes des habitants. Manœuvre politique de mauvais goût. À son retour d'exil de Lubangui-Chari ou la Centrafrique actuelle au Gabon en 1945, Léon Mba a pour seule ambition la conquête des postes administratifs de grand calibre. Grâce à ses réseaux dans la religion du Bwiti, il rassemble autour de lui des élites fan et mienais. Mais l'administration locale préfère El Jean-Hilaire Obama car Léon Mba est un révolté et un communiste qui flirte avec le Rassemblement démocratique africain, RDA, de Félix Houphouët-Boigny. Lors des élections législatives de 1951, il ne parvient à sortir vainqueur du scrutin, battu par Jean-Hilaire Obama, le fils nourricier de son demi-frère et ex-protégé. Durant les élections territoriales de mars 1952, l'Union démocratique et sociale gabonaise, UDSG, du même Obama remporte 14 des 24 sièges contre 2 pour le Comité mixte gabonais, CMG, formation politique de Léon Mba. C'est ainsi qu'il comprend qu'il doit faire preuve de roublardise et de fourberie pour renverser la tendance. Il s'allie à Paul Gonjou qui lui possède son parti du nom de Parti démocratique gabonais. Les partis des deux protagonistes fusionnent pour donner naissance au Bloc démocratique gabonais, BDG,
Léon Mba étant l'adjoint et Gonjou le secrétaire général. Les élections du 2 janvier 1956 sont plus favorables pour Mba même s'il n'est toujours pas élu, il obtient quand même 36% des suffrages et Obama en obtient 47%. Léon Mba devient alors un poids lourd du pays et reçoit le soutien financier des colons en tête desquels celui du forestier Roland Bru, qui s'emploie avec d'autres comme lui à faire accepter Léon Mba comme associé privilégié de l'Élysée. Il devient le 23 novembre 1956, le premier maire de Libreville avec 65,5% des suffrages. Il ne rechigne pas à user de malice politique pour rallier à sa cause d'importants soutiens et partisans de l'UDSG. C'est ainsi que le 21 mai 1957, les bases politiques de Léon Mba et de Jean-Hilaire Obama ne parviennent pas à avoir la majorité lors des élections territoriales de mars 1957 et sont dans l'obligation de présenter une liste commune pour l'élection du gouvernement au grand désarroi d'Obama qui reste face à la trahison qu'il vient de subir par certains membres de son camp. Le même jour, Mba est nommé vice-président du Conseil du gouvernement. Obama n'en revient pas et dépose une motion de censure pour faire démissionner ses alliés du gouvernement. Mais le coup bas a été bien coordonné par Mba et Gonjou, alors président de l'Assemblée nationale. La motion est rejetée par 21 voix contre 19 pour. Plusieurs membres de l'UDSG rejoignent dès lors le BDG de Léon Mba. Après avoir voté majoritairement le « oui » lors de la consultation par voie de référendum sur la communauté franco-africaine en 1958, le Gabon accède à son autonomie et le 27 février 1959, Léon Mba est nommé Premier ministre, avec l'appui de ses réseaux locaux et étrangers qui l'ont jusqu'ici soutenu pour qu'ils puissent chacun bénéficier du partage sans équivoque du pouvoir et des richesses dont regorge le Gabon. L'autocratie m'aide Léon Mba. Par des frasques politiques, le 4 décembre 1960, Léon Mba s'empare du poste de secrétaire général du BDG qui était jusque-là occupé par Gonjou. Il décide de former avec Jean-Hilaire Obama une liste d'union nationale mais use de mécanismes aux allures malsaines pour conforter sa position au sein du parti en conditionnant le dépôt des candidatures moyennant la somme de 100 000 francs CFA, ce qui a pour but de réduire considérablement les candidatures. Le vote est aussi rendu obligatoire par Léon Mba. Cette liste remporte l'élection avec un score stalinien de 99,75% des suffrages. Léon Mba pèse de tout son poids pour être le candidat unique au secrétariat du BDG. Il remercie Obama en le nommant ministre des Affaires étrangères en lieu et place de André-Gustave Anguillet, heureux d'avoir atteint son objectif. Mais en mars 1960, Léon Mba avait déjà fait preuve d'autoritarisme en interdisant par le biais du Conseil des ministres, le Parti de l'Unité nationale gabonaise, PUNGA, avec pour leader René Souzat et Jean-Jacques Boucavel qui avaient appelé à voter le « non » lors du référendum de 1958. Après qu'il ait obtenu l'indépendance de la part des autorités de Paris, il émet un mandat d'arrêt contre René Souzat et fait fouiller le siège de l'USDG en avançant des raisons fallacieuses visant à conspirer contre son autorité. Les intimidations sont telles que des jeunes députés de l'USDG rejoignent par peur de représailles les rangs du BDG, offrant une majorité écrasante au parti de Léon Mba à l'Assemblée. Un système totalitaire est mis en place restreignant les libertés individuelles à l'instar des rassemblements publics. On voue au dictateur Mba un culte immodéré de la personnalité se faisant dorénavant appeler « le patron », partout on fait ses éloges. Son image est floquée sur les tissus de pagne et des chansons sont enregistrées pour vanter ses mérites et entretenir sa gloire. Toutes les élections sont remportées par le parti du « patron ». Mais des élus locaux se lèvent contre ces dérives autoritaires sous l'impulsion de son allié d'antan et président de l'hémicycle gabonais Paul Gonjou, soutenu au forceps par les députés de l'USDG. Cette pression permet l'instauration d'un régime parlementaire et en novembre 1960, une nouvelle constitution est adoptée. Ce changement n'arrange pas les affaires de Léon Mba qui n'a d'autre solution que de corrompre les députés réfractaires à son pouvoir. Une aide financière venant de France est acheminée vers Libreville. Voulant redorer son image, Mba décide alors de contenter la population en se débarrassant de certains membres du gouvernement d'origine européenne. Mais ce n'est qu'un énième stratagème du président car son allié blanc de toujours, Roland Bru, contrôle par un vaste système de corruption les affaires du pays. Un remaniement ministériel a lieu mais ne donne pas pour autant satisfaction à l'opposition qui, n'acceptant pas une telle manœuvre politique sans consultation du Parlement comme prévu par la loi, décide de déposer une motion de censure. C'est Gonjou qui en est l'auteur. Ulcéré, Léon Mba fait arrêter le 16 novembre 1960, et ce malgré leur immunité, des parlementaires de sa propre formation politique ainsi que Gonjou,
il décrète l'état d'urgence et dissout l'Assemblée toujours au motif d'un complot le visant directement. Il fait adopter une nouvelle constitution voire dans l'appareil décisionnel du pays. On est le 21 février 1961. Un rapport des services secrets français révèle que, se voulant et se croyant sincèrement démocrate, au point qu'aucune accusation ne l'irrite davantage que celle d'être un dictateur, il n'en a pas moins eu de cesse qu'il n'ait fait voter une constitution lui accordant pratiquement tous les pouvoirs et réduisant le Parlement au rôle d'un décor coûteux que l'on escamote même en cas de besoin. Ce constat se passe de commentaires. En 1961, alors que le régime totalitaire de Léon Mba est en proie à de nouvelles manifestations, un grand nombre d'étudiants sont mis aux arrêts. Outré, Léon Mba administrait lui-même des coups de chicotte à tous ceux qui osaient lui manquer de respect et même à ceux qui ne le saluaient pas lorsqu'ils le voyaient. Même s'il y a une trêve de tension entre les différents rivaux politiques qui dure environ 2 ans, en 1963, Jean-Hilaire Obama s'inscrit en faux dans l'établissement du monopartisme voulu par Léon Mba qui souhaite dans le fond éloigner Obama de la classe dirigeante car il ne lui est pas dévoué. Alors président de la Cour suprême, Obama décide de démissionner de celle-ci pour ne plus avoir à traiter avec « le patron ». À la suite de nouveaux accrocs entre le gouvernement et le Parlement, Léon Mba décide incompréhensiblement de dissoudre une fois de trop l'Assemblée nationale qui lui est pourtant acquise à 70%. Ce sont là autant de raisons qui favoriseront le coup d'État du 18 février 1964. Le 23 février 1964 au soir, Léon Mba annonce dans un message à la nation la dissolution de son gouvernement et la constitution d'un cabinet restreint chargé de l'expédition des affaires courantes. Le chef de l'État gabonais a indiqué d'autre part que les élections législatives, prévues initialement pour le 23 février, puis ajournées au 1er mars 1964 à la suite du coup d'État manqué, n'auraient lieu finalement que le 12 avril 1964. Le nouveau cabinet restreint était constitué comme suit. Chef de l'État et du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de l'Information et du Tourisme, le président Léon Mba. Vice-président du gouvernement et ministre de la Justice, M. Paul-Marie Yambi, inchangé. Ministre d'État chargé de l'économie nationale, des mines, du plan, des finances, de l'agriculture et des eaux et forêts, M. André Gabonais, Gabonaises, les événements du 18 février ayant prouvé que les institutions de la République sont menacées d'une manière grave et que les fonctionnements réguliers des pouvoirs publics est interrompu, j'ai décidé d'user des pouvoirs qui me sont conférés en de telles circonstances par l'article 19 de la Constitution. En conséquence, le gouvernement est dissous. Les élections qui devaient avoir lieu le 1er mars sont annulées. L'expédition des affaires courantes sera assurée par un cabinet restreint dont la composition sera annoncée incessamment et qui ne comprendra qu'un nombre réduit de personnalités politiques et de techniciens. Les élections législatives auront lieu le 12 avril. Elles se feront au scrutin de liste majoritaire dans le cadre de la région. Le nombre de députés par région est inchangé. Et les déclarations de candidature seront reçues à chaque chef-lieu de préfecture suivant des modalités qui seront précisées dans les jours prochains. Concernant du rôle d'arbitre, qui est celui du chef de l'État, j'ai décidé de ne pas participer personnellement à la consultation électorale. Il est évidemment exclu que les membres du soi-disant gouvernement provisoire soient eux-mêmes autorisés à y participer. Il importe en effet que la commission d'enquête puisse s'acquitter de sa mission en toute liberté et indépendance. Gabonais, Gabonaises, vous comprendrez que si j'ai pris des décisions aussi importantes, c'est dans le souci de vous associer tous, sans distinction de race ou de situation, à la tâche de rénovation nationale qui s'impose à la suite des tragiques événements que nous avons vécus.
Mais j'entends aussi qu'aucune agitation, de quelque nature que ce soit, vienne faire obstacle au déroulement de mon action. Je ne tolérerai aucun désordre et la moindre atteinte à l'ordre public sera réprimée avec la plus grande rigueur. Nous allons repartir ensemble d'un pas nouveau. Je vous fais confiance. Vive la République gabonaise.